Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. Merci à tous, encore une fois, vous êtes plus de 18 000 abonnés sur YouTube et je rappelle qu'il y a un petit pari en jeu jusqu'à la fin du mois. On vise les 20 000 abonnés avec à la clé un superbe cadeau. On vous le redonnera en fin d'émission. Rudy Garcia, tu les auras les méchants, t'inquiète pas, les méchants qui osent te critiquer, les méchants qui ne comprennent pas tes choix, les méchants arbitres, les méchants médias, la méchante VAR. L'OM est-il relancé? C'est ça le programme de l'émission, en première partie, et puis place aux jeunes, enfin, pour cette fin de saison, cette deuxième partie de saison. Avec moi pour en parler, ils sont là. Ramzi est avec nous. Salut Benji. Ça va? Ça va et toi? Ça fait quelque temps que tu n'étais pas venu. J'étais venu après la défaite, le match nul à Limassol. Laquelle parce que... Le match nul à Limassol. Ah, match nul à Limassol. Ah ouais, c'était flambant. Le début de la fin. Nico est avec nous. Moi je suis là, je subis toutes les défaites les unes après les autres. Sauf que là c'est victoire. Oh putain, j'avais oublié, c'était une victoire. Adam est avec nous. Et oui, je fais mon retour pour une victoire. Oui, exactement. Merci, voilà, merci d'être venu. On t'a vu aussi, enfin je t'ai vu moi, ça tourne un petit peu sur les réseaux sociaux, une petite vidéo, un court-métrage, c'est ça? C'est une web-série. Une web-série. Vol 69, qui est une comédie décalée. Et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube la bande-annonce, des extraits, des interviews. Avec notamment des Marseillais. Il y a Bengouz, il y a Moussa Maskri notamment, qui était aussi venu dans l'émission. Donc c'est très sympa à voir et allez-y. Vol 69, c'est sur YouTube. Et maintenant, on bascule sur la première partie de l'émission. L'OM est-il relancé après cette belle et magnifique et grande victoire contre Bordeaux? On en parle tout de suite. Allez messieurs, l'Olympique de Marseille, voilà, victoire, ça y est, enfin une victoire, c'était contre Bordeaux, donc c'était le match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Il fallait le gagner quand même celui-là, parce que sinon... alors est-ce que cette victoire, toi personnellement, te redonne un petit peu d'espoir pour la suite de la saison? Bizarrement, ça me redonne de l'espoir. J'ai envie d'y croire. Mais attends, t'es pas le seul. J'ai envie d'y croire. T'es pas le seul parce que moi, on suit forcément tout ce qui se dit et tout. Et on sent que ça a quand même redonné. Il y a eu des petits trucs là pendant ce match qui n'étaient pas fameux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais non, la qualité du match en elle-même, ça reste assez basique. Mais après, bon, maintenant, on regarde le classement. Basique, ça veut dire faible, hein, c'est ça? Voilà. Et après, on a envie d'y croire parce qu'on est supporter en fait. C'est pour ça. Et quand on se dit que si on n'y croit pas, on peut aller arrêter la télé, arrêter de regarder le match, et voilà quoi. Donc on espère, il n'y a plus que ça à faire en fait. Sinon, il reste les Instagram de Mario Balotelli. Nico, ça t'a redonné de l'espoir toi ou pas? Je sais pas. Non, c'est toujours bien de gagner comptablement. Tu te dis que finalement tu peux quand même arriver à gratter cette 4e place peut-être, si tu retrouves un peu d'allant, un peu de confiance, du jeu, ça je sais pas. Mais le fait est que tu as quand même gagné avec 6 titulaires absents, donc ça c'est le point positif. Tu as fait jouer des jeunes, c'est le point positif, on en parlera tout à l'heure. Mais tu as surtout gagné face à une équipe de fantômes qui a joué à 10 contre 11 pendant les 3 quarts du match. Pas s'enflammer non plus. Maintenant, il y a 2 matchs faciles qui arrivent et il va falloir confirmer dans ce match-là. Après, on verra. C'est vrai que moi, je l'ai vu un peu depuis cette victoire des commentaires sur les réseaux sociaux et tout, et je vois les supporters, ça y est, ont de nouveau envie d'y croire. Pourtant, le match de l'Olympique de Marseille, sur le contenu et tout, la deuxième mi-temps notamment, ça a été compliqué, plus que compliqué même. Toi, ça t'a donné aussi de l'espoir quand même, cette victoire 1-0? Alors, pas spécialement de l'espoir, parce que je pense quand même qu'à Marseille, c'est normal de gagner contre Bordeaux, et surtout contre ce Bordeaux-là. On ne peut pas s'enflammer après une victoire, et je dirais même après 2 ou 3, c'est censé être notre rythme en fait. Mais je te rejoindrai sur le fait, la partie qui me donne de l'espoir, c'est les 6 titulaires absents. J'espère que ça va rebooster l'équipe. Se dire qu'on a été enfin capable de gagner, malgré des absents assez importants, sans public, ça peut peut-être donner le petit brin de confiance qui manquait, parce que pendant un moment on essayait, on n'y arrivait pas, et peut-être que là il y aura un petit impact moral, quoi. Alors là justement on parle des absents, donc on va rebasculer dans le FC conditionnel. Le FC conditionnel, c'est si jamais les cadres reviennent, mais si jamais les cadres reviennent et si jamais ils retrouvent leur meilleur niveau,
si jamais il retrouve de la motivation, on peut peut-être finir en boulet de canon. On peut finir en boulet de canon si, par exemple, Payet retrouve son niveau qu'il avait l'année dernière à la même époque. Payet, fort déjà qu'il saute sur le genou, c'est pas pour tout de suite. Hein. Pourquoi il en a encore pour longtemps Payet, ils ont dit 3 semaines, mais une blessure au genou, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Moi, les échos qu'on a en ce moment, c'est qu'ils ne savent pas trop. Donc Payet, il faut rester prudent avant qu'il revienne. D'accord. Enfin, c'est Payet, c'est Rami, c'est... Là, déjà, Thauvin, suspendu, ça revient. Strootman, ça revient. Balotelli, ça revient. Gustavo, il était malade, il devrait revenir là ou très vite. Donc déjà, on en a 4 sûrs. Donc ça, toi, ça te donne encore plus d'espoir. Tu te dis, il reste 15 matchs, on peut tout défoncer, alors qu'il ne s'est rien passé pendant les... Jusqu'à aujourd'hui, ça a passé. Le problème, c'est qu'ils nous ont beaucoup déçus cette saison, mais on veut y croire. Moi, je veux y croire, en tout cas. Je vais y croire. Après, je ne sais pas où ça va nous mener. Ça ne nous mènera certainement pas en Ligue des Champions, mais... compliqué. Mais après... Il y a trop d'écart maintenant. Il y a trop d'écart. Autant Saint-Etienne, tu as 3 points, ils ont un match de plus à jouer, en moins que nous. Donc 6 points, tu les joues en plus, donc ça peut se faire. Mais Lyon et Lille, qui sont quand même bien lancés, il faut vraiment qu'ils s'effondrent. Il faut qu'il y en ait un des deux qui s'effondre, sinon tu n'y arriveras pas. Justement, relancer, Marseille est-il relancé? Vous sentez la relance ou pas? Pas pour moi. Je pense pas, honnêtement. Il faut attendre encore un peu avant de dire... Il faut attendre. Parce qu'au classement, donc, on reste à 12 points de Lille. 12 points de Lille qui est second 9 et 9 points de Lyon. 9 points de Lyon qui est troisième. Depuis cette magnifique victoire contre Bordeaux, est-ce que vous vous dites, allez, ça y est, on peut jouer encore la 3e place ou pas? Non. Moi, perso, j'y crois pas. Je vais te dire où a été le déclic pour moi là-dessus. Là où j'ai arrêté d'y croire, en fait, c'est quand Guingamp a éliminé Paris. Et je me suis dit, mais il reste que 5 places pour même l'Europa League. Et ça m'a fait un déclic et je me suis dit, vu là où on en était, en enchaînant finalement, tu as quoi, une victoire en 11 matchs, c'était ça? T'en as 2. Est-ce qu'on est même capable d'accrocher la 5e place et l'Europa League? Ça m'a fait peur. Là, les écarts sont beaucoup plus réduits maintenant. Mais il faut que tu joues. Mais c'est la dynamique sur laquelle tu es, en fait. Oui, c'est pas une question comptable, c'est la dynamique dans laquelle tu es. Est-ce que ça va te permettre de vraiment... Sauf qu'on parle de Saint-Etienne, donc on parle de qui d'autre? Montpellier, Strasbourg. C'est aussi des équipes qui laissent des points en route. Tu vois, non, mais moi, là, juste, on revient sur Lyon et Lille. Lyon et Lille, qui y croit encore là? Non, comme je disais, il faut qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait une des deux équipes qui s'effondre. C'est-à-dire que Lyon, il faut qu'il mais est-ce que tu batte le Barça par un miracle incroyable et qu'il donne tout sur la Ligue des Champions et qui perdent contre des petits clubs, ou que Lille s'effondre d'un coup, alors que je pense que là, ils sont vraiment focus. En plus, ils se sont fait sortir de la Coupe de France là. Moi, j'y crois pas. Ça dépend pas que de l'OM. Et l'OM, déjà, eux, il faut qu'ils se remontent et ils y sont pas remontés encore. Ramzi, toi qui es le plus optimiste depuis le début, est-ce que tu y crois encore? Le plus optimiste, mais pourtant, je suis pessimiste quand même. Non, mais Lyon, tu vois une... Non, je vois pas qu'on va aller je pense pas qu'on va aller les chercher, mais j'aimerais bien qu'on les titille. J'aimerais bien que c'est dans ce sens-là que je veux qu'on les passe un truc qu'on y croit un petit peu. Alors faire y croire. Attends, c'est un truc sur les supporters quand même, parce que là, il faut retrouver la dynamique sur le terrain. Mais on a parlé d'union sacrée avec les supporters. Mais l'union sacrée, là, ce qui peut s'enclencher, c'est là, tu as une victoire face à Bordeaux, huis clos. Tu vas jouer à Dijon. Si tu gagnes à Dijon, tu vas rejouer après un match à domicile. Si tu as 2 victoires dans la musette, les supporters ils vont peut-être être plus là. Si toi tu prends confiance, que tu retrouves un peu de jeu, un peu d'allant, là ça peut créer quelque chose, une série de victoires, ce que répète Garcia à l'envie et qu'il n'a pas sur le terrain, là ça peut créer quelque chose. Donc là déjà ça peut être une étincelle. C'est ça en fait. Alors, le calendrier, justement, je vais vous le donner, le calendrier de l'Olympique de Marseille, c'est donc Dijon-OM, ça sera vendredi. C'est ça, vendredi soir. Ouais. Et ensuite, ça va être OM-Amiens, Rennes-OM, OM Saint-Etienne et OM Nice. Avant d'aller à Paris. Avant d'aller à Paris. On joue 3 fois de suite à domicile? Les 5 prochains matchs. Non, sur les 5 prochains matchs, il y a 3 matchs à domicile. Donc je répète, Dijon-OM, OM-Amiens, Rennes-OM, OM Saint-Etienne et OM Nice. Ce calendrier, il peut nous permettre vraiment de la faire, cette série, enfin, ou pas? Si tu la fais pas là, c'est fini. C'est possible, et surtout que dans ces adversaires-là, tu as Saint-Etienne et Nice qui sont pas loin en termes de points, même si Nice, je sais plus s'ils sont devant ou à égalité. Ils sont pas loin, on a un point près. C'est là qu'il faut mettre 3 points à ces équipes à chaque fois. Donc oui, effectivement, si c'est pas là, c'est jamais finalement. Parce que tu as besoin de te remettre dans la course avant les 10 derniers matchs. Toi, Nico, quand tu vois ce calendrier, tu te dis c'est jouable de la faire cette série ou c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de te dire, parce que Garcia, il faut qu'il retrouve ses talents face aux faibles.
Donc là, il a battu Bordeaux qui est faible, il faut battre Dijon qui est faible, il faut battre Amiens qui est faible. Et après, tu vas jouer Rennes qui est un peu plus compliqué, tu vas jouer Nice et Saint-Etienne, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est des adversaires directs pour la place en Europa League. Donc il faut que tu te relances face aux faibles, que tu reprennes de la confiance, que le public te suive. Et là, après, il faudra battre ces équipes-là qui ne sont pas non plus flamboyantes. On se souvient de match à Saint-Etienne où Marseille fait un bon match que tu perds. Saint-Etienne, c'est pas non plus fou, quoi. Mais est-ce que cette fameuse série, elle aurait pas dû commencer avant, quand tu joues Reims, en fait, non? Bah oui. Parce que Après, si tu gagnes ce match-là, finalement, t'es qu'à 6 points aujourd'hui de Lyon. Et c'est peut-être plus la même. Tu imagines tous les matchs que tu peux refaire comme ça? Tu imagines tous les matchs que tu as perdus contre la saison là? Tu refais la saison entière. Le FC conditionnel, si jamais tu gagnes contre Saint-Etienne. Si jamais tu gagnes. Non, sans compter les matchs qu'on a gagnés, mais en fait qu'on a perdus. Ouais. Parce qu'on a joué, parce qu'on n'a pas joué à 11 contre 10, parce que le champion, parce qu'on n'a pas signé penalty contre nous. Parce que contre Paris sur la première mi-temps, on méritait un match nul. Voilà. Bah alors messieurs, quand même. Pour les gens qui croient encore à une place sur le podium, je vais vous donner le calendrier de Lyon. Parce que Lyon va quand même les jouer à domicile à 3 journées de la fin. Donc Lyon, sur les 5 premières journées, ils vont jouer Nice à l'extérieur. Ensuite, c'est Lyon-Guingamp, Monaco-Lyon, Lyon-Toulouse, Strasbourg-Lyon. Quand tu connais maintenant les 2 calendriers de l'Olympique de Marseille, tu te dis qu'on peut grappiller des points et peut-être essayer de se dire, à 3 journées de la fin, si on n'est pas loin, ça va se jouer à domicile contre eux. Et Lyon, ils sont imprévisibles, ils peuvent perdre des points. Ah, ils peuvent perdre des points, toi tu les vois perdre des points là? Ils peuvent perdre des points bêtement, ça leur est déjà arrivé. Ouais, ils le font souvent, mais je sens que quand ils vont sentir notre souffle dans leur nuque, on ne va plus les revoir. Voilà. Ah oui, comme voilà, dans ce sens-là. Voilà, on va plus les revoir, c'est nous qui... Toi, tu y crois, toi, Nico, pas? Moi, je pense que tu peux te rapprocher parce que Lyon, ils vont jouer aussi 2 matchs contre le Barça. Ça va quand même leur pomper de l'énergie et mentale surtout. Donc ça peut aussi jouer. Et puis, genre, à Strasbourg, c'est pas facile. Strasbourg, chez eux, c'est compliqué. Monaco, je sais pas ce que ça va donner. Là, ils ont quand même recruté je sais pas combien de joueurs. Est-ce que d'ici là, la mayonnaise, elle aura un peu plus pris En fait, Lyon, ils sont tellement irréguliers qu'ils peuvent perdre des matchs faciles. Dans les deuxièmes parties de saison, généralement, ils sont pas irréguliers. Non, mais là, ils jouent encore la Ligue des Champions. Et là, ils ont encore un autre objectif de se dire, est-ce qu'ils veulent faire un exploit sans passer forcément face au Barça, parce que ça paraît impossible, mais au moins gagner genre à domicile ou un truc comme ça. Donc ils ont pris par autre chose et là, ils peuvent laisser quelques points en route et tu peux te rapprocher. Après, moi, les doublés, j'y crois pas. Et ça, non, j'y crois pas. Tu penses qu'il existe quand même ce scénario ou pas de rattraper ça me paraît quand même fortement improbable. Lyon de avec leur ses passer des devant. champions, avec. Mais qui perdent des points, pour moi c'est une certitude. Ouais. Ils ont toujours été irréguliers, mais c'est dans la différence en fait, c'est qu'ils ont battu Paris. On s'attendait à ce qu'ils perdent des points contre Paris par exemple. Exact. Ouais. Qu'ils n'en prennent pas 3, 1 peut-être, mais pas 3. Et c'est le truc de Lyon où, comme tu disais, une fois qu'on peut être proche, si on arrive à faire une belle série. Et ils serrent tout. Et ils n'auront plus la Ligue Champion d'ici là, ils vont faire une... Puis l'OM, tu n'es pas sûr encore qu'ils vont vraiment faire une vraie série. Parce que ça se trouve, ils vont juste battre les faibles et puis après, ils vont refaire un match nul et ça va retomber dans un truc un peu... Parce que si on part du contenu de Bordeaux, c'est pas ça que il n'y a rien de rassurant pour faire une série en fait. Non. Ça serait une série avec, comme quand on a battu Nice, parce qu'il y a Nice 1-0 sur quoi? Un tir cadré. Ouais, c'est ça. On peut faire ça, on peut gratter des points comme ça, mais est-ce que ça te permet de tenir une saison? Parce que finalement, même ces victoires-là, c'était déjà des indices qu'il n'y avait pas de jeu, qu'on n'y arrivait pas. Alors on prenait 3 points, on était content parce que c'est à Nice. Mais en réalité, tu n'avais rien produit pour te donner de l'espoir par la suite. De toute façon, du jeu, il n'y en aura pas forcément plus. Parce que même Germain, je lui demandais en zone mixte quel était son rôle. Il disait au niveau défensif, on avait des consignes. Offensivement, Garcia, il nous laisse jouer. Donc là, en fait, ils vont faire all-in sur Thauvin, exploit individuel, Balotelli, exploit individuel. Si les individualités sont au rendez-vous, Marseille pourra faire quelque chose. Collectivement, il ne faut pas en attendre non plus des monts et merveilles. Allez messieurs, merci. On va passer à la deuxième partie. Place aux jeunes maintenant. On a déjà vu une équipe avec Gaëtakar, avec Camara, avec Lopez contre Bordeaux. Est-ce qu'on va voir ça dorénavant jusqu'à la fin de saison? On va se poser cette question, c'est maintenant. Alors, je viens de le dire, l'Olympique de Marseille face à Bordeaux, on n'a pas vu trop de jeux, mais on a vu des petits trucs intéressants quand même, notamment cette charnière Gaëtakar-Camara, Tchaïta-Tsar, Douillet, Tchaïta-Tsar, Camara. On a vu un Lopez, Sanson dans l'entrejeu. Il y a eu aussi l'entrée de Radonjic. C'est peut-être ça aussi qui peut être intéressant sur cette deuxième partie de saison si Garcia se met enfin à
à faire jouer ces joueurs-là et préparer un petit peu en quelque sorte la saison prochaine. T'as envie de voir ça, toi, en tout cas? Franchement, non, ça t'intéresse pas, toi, tu t'en fous? Je pense pas que Rudy Garcia va s'appuyer sur les jeunes. C'est pas sa philosophie. Lui, c'est les cadres, les anciens qu'il aime bien. Et Gustavo derrière. Tu penses que une fois qu'il va retrouver Gustavo Strootman et son Rolando et son Rami, et voilà. Sauf que Rolando, il aurait pu le faire jouer. C'est Nico qui me rappelait ça tout à l'heure. Il aurait pu le faire jouer, il l'a pas fait. À un moment donné, il fallait qu'il arrête avec Rolando parce qu'il était un peu dans le creux de la vague. Ouais. Voilà, du coup, il a mis les jeunes. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, parce que Rolando, ok, là, il était pas bon, mais je veux dire, il a quand même fait jouer Rolando à la place de Camara pendant je sais pas combien de matchs, alors que Rolando, il venait de 6 mois de blessure. Genre, Garcia, il a pas peur de ça, de faire jouer des mecs qui sont pas prêts. Donc moi, je pense que là, Garcia, il est un peu acculé quand même quelque part, et que là, il a fait un choix fort, et même lui, il s'en est félicité après match de cette charnière-là. Et j'ose espérer en tout cas qu'il va laisser cette charnière-là tant que Rami ne revient pas. À la rigueur, avec Rami, tu peux discuter. Rami, il a fait une belle saison l'année dernière. C'est quand même un homme important du US. Mais là, les jeunes, là, Tchaleta Tsar, Camara, il faut qu'il joue tant qu'il n'y a pas Rami. Et si quand il va avoir Gustavo, il ne va pas trop tenter de le mettre derrière. Mais à quel moment il va comprendre que Gustavo, il ne veut pas jouer derrière, qu'il n'est pas bon derrière? Mais la question, elle va se poser. C'est son kiff. Tu fais un 4-3-3, tu fais un 4-4 de losange, tu as des possibilités quand même tactiques. C'est son kiff de faire jouer. La charnière Tchaleta Tsar, Camara, c'est ce que tu veux voir toi jusqu'à la fin de la saison ou pas? En tout cas, même si c'est pas jusqu'à la fin de la saison, régulièrement. Parce qu'une charnière, en plus, même si c'est un niveau amateur, c'est le poste où je joue, tu as besoin d'automatisme avec tes coéquipiers. Et il y a autre chose aussi, parce qu'on parle souvent du côté la gestion mentale du groupe de Rudy Garcia. Quelque part, jusqu'à présent, avec le totem d'immunité de Rami, même si cette saison, il est complètement en dessous depuis le début, c'est que quelque part, Tchaleta Tsar et Camara étaient un peu en concurrence. Avec Rolando aussi, mais même entre eux finalement. Si tu commences parfois à les faire jouer ensemble, ça peut commencer à leur donner, tu vois, c'est quelque part c'est l'avenir de l'OM. Le truc c'est que je suis d'accord, mais c'est vrai que si Garcia a choisi aussi peut-être de faire rejouer directement Rolando, parce qu'il avait pas de satisfaction aussi avec Khaled Takar jusqu'à présent. Mais la satisfaction, c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est lui qui l'a choisi. On a surpayé ce jeune, qui a un énorme potentiel. Le premier match, il a fait jouer, il n'était pas prêt physiquement, il le fait jouer à Nîmes, où il prend le bouillon. Après, il le fait plus jouer, il le fait jouer à droite, à gauche, avec les remplaçants des équipes bricolées, toujours dans des conditions exécrables. À Lyon, il a fait jouer. Donc il a flingué son défenseur. Là, comme tu dis, il faut installer quelque chose avec Camara. Camara, qui lui aussi il a mis de côté de temps en temps, alors que pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'effectif. Il faut qu'il mette ces deux-là et qu'il les habitue à jouer ensemble, quitte à peut-être remettre un peu les choses en cause quand il y aura Rami. Mais tant qu'il n'y a pas Rami, c'est ces deux-là, c'est tout. Et ce que ça peut apporter de plus, qui pourrait être très important, quand tu veux créer du jeu, bon, on ne sait pas si c'est la volonté de Garcia, mais quand en tout cas tu as l'espoir ou l'ambition de créer du jeu, ça part de la relance. Et là où ils ont un atout phénoménal pour le coup, les deux, autant défensivement, je suis encore très mitigé sur Tchaleta Tsar, pas sur les matchs parfois où il a pris l'eau, parce que l'équipe entière prenait l'eau. C'est mentalement, je pense. C'est mentalement, et après il y a autre chose, c'est sur l'agressivité dans les duels. Parce que dans ton placement, dans tes automatismes, ok, la barrière de la langue, quand tu arrives, ça compte. Mais sur l'agressivité dans les duels, il y a eu des buts où parfois tu te dis, c'est pas possible quand tu es défenseur d'être aussi. Il n'est pas un peu passif. Cassé, tu vois? Est-ce qu'il n'est pas un mental, peu. Forcément. Il est au fond du trou. Après, ce match-là va lui faire du bien. Va lui faire du bien. Et si tu arrives à les mettre en confiance en termes de relance avec Camara et Tchaleta Tsar, parce que quand même, il y a un truc, quand tu vois les vidéos de Tchaleta Tsar, les transversales à 70 mètres de l'autre côté qui arrivent dans les pieds de l'attaquant. C'est incroyable. Mais après, ça, moi, c'est ce que depuis le début de l'année, c'est ce que je voyais à chaque fois à l'entraînement de ce joueur-là. On n'a pas vu beaucoup des entraînements, mais c'est ce qui était flagrant. Ah, tu le vois même à l'entraînement, donc ça. Tu le voyais, mais c'est rond central. Droite, gauche, il faisait des passes de 25-30 mètres et c'était millimétré à chaque fois. Par contre, en match, les relances courtes, il en fait encore une contre Bordeaux à la fin, plein axe, mais ça c'est uniquement mental. C'est parce qu'il n'a pas confiance, il n'a pas été mis en confiance. Donc il a besoin de retrouver confiance. Dès vendredi, il faut le réaligner. Moi je les mets direct. Après contre Bordeaux, ils n'ont pas été trop bousculés aussi. Bordeaux, ils jouaient bas, ils ont joué à 10. Une mauvaise équipe avec un grand bourrin devant. Ils jouent à 10. Mais bon, Dijon et Amiens, tu ne vas pas non plus me dire qu'ils n'ont pas vu comment ils jouent contre nous. Là où tu te poses des questions aussi, c'est que par exemple cette qualité de relance qu'il a, et notamment tu as besoin d'appels pour ça. Nous on a des ailiers qui font des dédoublements intérieurs,
et qui ne joue pas spécialement dans la profondeur, dans la longueur et la verticalité tout le temps. Donc ça, c'est aussi gênant en fait pour utiliser cette... Mais là, ce que tu vas voir, c'est que tu as quand même maintenant un Mario Balotelli qui est quand même très fort dans le jeu de déviation. Bien sûr. Et là, tu peux t'appuyer sur lui. Oui. Et ça change quelque Comme chose. Un pivot même aussi, pour Chalet Tatsar, pour aller chercher Balotelli, dévier sur un Thauvin ou un Germain qui tourne autour de lui. Ouais, c'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose à faire quand même. Ah oui, bien sûr. Donc le retour de Gustavo, toi tu dis il va le remettre direct. Il aime trop le mettre derrière, alors que moi Gustavo l'aime pas, moi j'aime pas, personne n'aime. Le premier nom que vous mettez en charnière centrale, c'est qui? Camara. Pareil. Et qu'un Rami? Non, le premier nom, si tu dois choisir en défense centrale. C'est Rami, le patron de la défense à la base. Hein. Toi, tu mets Rami. À la base, c'est lui, mais c'est vrai que cette année, il est dedans. Quoi. Moi, je trouve que la Coupe du Monde, mais je trouve que là où on l'a perdu, où j'ai senti que c'était quelque part fini pour lui, c'est la déclaration qu'il fait après ses 2 erreurs à Monaco. Rami, c'était quelqu'un, dans mes souvenirs, il se remettait toujours en question. C'est un guerrier sur le terrain, qu'assumait ses mauvais matchs, etc. Presque. Et là, il a dit, mais moi, j'ai rien à prouver. Et je pense que là, tu te dis, le côté Coupe du Monde, tu as 33 ans, tu as fait la finale d'Europa League l'année d'avant à Marseille, tu es tellement en confiance, tu sais que tu n'es tellement pas menacé, notamment avec la gestion de Garcia qui s'appuie toujours sur les anciens, etc., que tu commences à avoir de la suffisance. Et c'est un peu ce qu'on a ressenti de Mandanda aussi, qui a dit une déclaration similaire à un moment, j'ai rien à prouver. Et tu te dis, les 2 trentenaires qui ont encore 1 ou 2 ans de contrat à Marseille, qui sont champions du monde, qui n'ont plus rien à prouver, c'est pour moi symptomatique de ce qui s'est passé finalement. Mais est-ce que tu crois pas, justement, moi Garcia je l'ai beaucoup critiqué, je pense que je le critiquerai encore, mais est-ce que là j'ai l'impression qu'il est tellement acculé que là il est obligé de prendre des choix forts et peut-être qu'il va se dire, ben voilà, maintenant fini, il n'y a plus de passe droit et maintenant on va remettre un peu en cause les choses. C'est ce qu'on espère. On espère, c'est ça, pour moi, le lueur d'espoir elle est là. Elle est là. Parce que il n'y a que ça qui me fait vibrer encore. Et tu prenais une moyenne de 2 buts par match, quelle que soit la charnière qu'il alignait et même quand il alignait Gustavo. Et là, pour le coup, 2 jeunes, il n'y a pas eu de but qui a été pris. Parce que tu as pris des buts contre des équipes de Fantomas aussi. Hein. Ah oui. Quand tu dis que tu vas le critiquer encore, tu veux dire gratuitement tout le temps? Non, pas gratuitement, parce que je pense qu'il va encore faire des erreurs et qu'il est capable effectivement de remettre un Rami qui n'est pas prêt, qu'il est capable de faire des systèmes tactiques avec un seul attaquant. Il va encore nous fatiguer sur des trucs, c'est sûr. Même sans attaquant. Non, parce que tu as aussi le droit de le critiquer gratuitement, hein, si tu veux. Non, ça je te le laisse. Ah, ça, c'est vrai, merci, c'est mon rôle. Il a eu un petit mot pour Camara, Rudy Garcia. Juste après le match, il a dit c'est l'avenir du club. Ben, signe-le vite. Et justement, à mon avis, il n'a pas dit ça aussi gratuitement. C'est qu'il y a des discussions actuellement pour sa prolongation. Un contrat qui se termine en juin 2020. C'est qu'à la fin de la saison, il n'a plus qu'1 an de contrat. Donc, Camara qui est en position de force du coup pour prolonger. On a lu dernièrement dans France Football qu'en fait l'OM lui proposait de doubler son salaire qui est actuellement de 45 000 €. Donc il serait à 90 000 €, ce qui est encore pas beaucoup. Certes, c'est un jeune, très jeune joueur, mais dans la grille aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, pour quelqu'un qui est devenu, s'il n'est pas titulaire, en tout cas, c'est le 2e dans la rotation. Il faut à tout prix le bloquer, ce joueur. Il faut le bloquer. Nous, on espère qu'il ne parte pas, parce que c'est beau de voir un minot qui éclot et qui devient avec un tel potentiel, parce que je pense que ce joueur... En fait, finalement, ce qui est impressionnant chez lui, parce que des erreurs défensives, il en fait, mais c'est normal, c'est l'âge et c'est l'expérience, et même quand tu as l'expérience, tu en fais. Mais là où il est impressionnant, c'est les qualités en fait, mentales dans la lecture du jeu, dans l'anticipation, dans la technique, où ça, c'est les choses les plus difficiles à acquérir. Quand tu vois le niveau, par exemple, moyen en Ligue 1, tu as des mecs qui sont physiques, etc. Mais dans ces qualités-là, ils ne les ont pas. Donc ce potentiel, soit tu veux le conserver, et même s'ils étaient, ce qu'on n'espère pas, dans une logique commerçante, ça prend de la valeur aussi par rapport au salaire qu'il a, etc. Donc de toute façon, il faut le prolonger et lui proposer le double. Quand Chalet Tatsar a déjà 200 000 €, tu as des Ubochan à 150 000, je trouve ça ridicule. Tu as des mecs, je trouve ça ridicule. Il y a un autre défenseur central aussi qui s'appelle Abdenour, qui a 180 ou 230 même, je ne sais plus, et qui ne joue pas un match. Alors comment tu peux proposer un tel salaire à Camara? Quitte à donner de l'argent, donnez-le à un jeune qui va t'en rapporter je ne sais pas combien de millions. D'autant plus parce qu'on n'aura plus le salaire d'Abdenour à la fin de la saison. Donc tu as cette marge finalement pour pouvoir... S'il y a bien de l'argent dépensé, c'est sur lui. Il faut absolument le conserver. Il faut faire all-in sur Camara. Aujourd'hui, c'est... Tu vas pas lui filer 500 000. Non, pas 500 000, mais il y a un juste milieu. Voilà. L'aligner avec déjà... déjà... contrat, c'est
c'est un jeune, il est de Marseille, il est du centre de formation. Ça donnera même un signal aux autres jeunes qui pourront venir à l'OM et s'épanouir. C'est un bon signe, il faut garder, c'est une figure. Après, Garcia, il est toujours un peu dans la retenue, les jeunes, il veut pas les griller. Aujourd'hui, il y en a combien des jeunes joueurs à très gros potentiel? Il y en a combien? Quoi, dans l'effectif? Ouais, t'as un effectif, même, tu vois... On limite à quel âge jeune? Parce que des fois, c'est... Non mais jeunes, moins de 25. Sanson, il est considéré jeune ou pas du coup? Qui gravitent autour de l'équipe professionnelle, tu vois, les... des centres de formation. Les minots. T'as Lopez et Camara, c'est les deux qui jouent. Ah oui. Donc, je veux dire, si tu dois signer un chèque de 200 000 € par mois à Camara aujourd'hui, je vais te dire, pour son salaire... Mais le truc, c'est que toujours pareil, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut lui proposer un contrat à long terme déjà, 5 ans. Ah oui, ça c'est... Et avec un bon contrat, et il faut pas qu'il chope le melon non plus. Parce qu'on sait comment c'est, Marseille, machin. Après, là, moi, ce que je vois de positif, c'est que là, le bateau, il a quand même sérieusement tangué, et à juste raison, vu les résultats pitoyables de ces derniers temps. Mais qui tient la baraque? C'est un petit minot, Lopez, il a 21, 22, et Camara, 19 ans. Eux, ils n'ont pas peur, ils connaissent le contexte, et ça tient. Tu te dis, mais ça doit être la base de ton équipe. C'est ça la base de ton équipe. Et c'est soi-disant le projet. Je te coupe, Adam, puisque cette émission se termine sur Provence Azur TV, mais elle va se poursuivre avec nos internautes de YouTube sur la chaîne Football Club de Marseille. C'est sur YouTube que ça se passe la suite. À très bientôt. Ciao, ciao. Et oui, le débat continue sur YouTube, sur la chaîne Football Club de Marseille, sur YouTube et sur le site footballclubdemarseille.fr où vous pouvez retrouver toutes les news de Nicolas, de Mourad, de toute la team Tom. Football Club de Marseille, de Tom également. Messieurs, on parlait de quoi? Parce que j'ai oublié du coup. De Camara. On parlait du jeune Camara, mais toi tu parlais de Lopez. Et oui, Lopez, qui est aussi de la satisfaction de ces dernières semaines. Et il est allé la chercher tout seul. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Lopez, il jouait plus beaucoup. Exactement. Et puisqu'on parlait des jeunes que l'on aimerait voir encore sur cette deuxième partie de saison, voilà, c'est la satisfaction aussi de voir Lopez de nouveau titulaire dans cette équipe. Donc là, il a joué avec Sanson. Avant, il jouait avec Strootman. Ça fonctionnait bien. Il faut l'installer lui aussi maintenant jusqu'à la fin de la saison, Lopez. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on enlève Gustavo, parce qu'on ne le voit pas souvent au milieu, donc hormis Gustavo, c'est le joueur au milieu de terrain le plus régulier surtout. C'est le plus régulier et c'est le seul qui fluidifie le jeu. Parce que souvent, on entend des critiques que je ne comprends pas, qu'il ne joue pas vers l'avant, etc. On sait, il a un jeu un peu à l'espagnol, etc. Mais quand tu regardes les déplacements des autres, il va te donner la balle, il va se décaler pour la recevoir. Donne une solution tout de suite. Il donne une solution et en fait ça donne de l'huile au jeu. Et ça, tu en as besoin. Ils descendent tellement bas pour rechercher le ballon que c'est la première relance. C'est le lien de ce début. Sauf que qui dit Lopez et qui dit Camara, éventuellement Tchaïta Tsar en défense centrale, dit comment tu fais avec Gustavo, comment tu fais avec Strootman, comment tu fais avec Payet, comment tu fais avec Sanson. Tant qu'il n'y a pas Payet, moi je pense qu'il devrait mettre Gustavo avec Strootman et Lopez au milieu. Donc un milieu à 3. Le milieu interdit, le milieu qu'il n'a jamais fait. Ça peut être une bonne solution. Non, il a déjà fait une ou deux fois, ça n'avait pas très bien marché. Mais tu as l'impression que c'est l'utilisation de Payet qui le bloque. Parce que Payet peut toujours jouer à gauche par rapport au défensif. Tu peux quand même jouer sur Olympien qui écrit des articles chez nous, qui proposait le fameux 4-4-2 losange. Et donc, ça ferait ça, le 4-4 de Losange, Strootman, Gustavo, Lopez, Sanson ou Payet en 10 et deux attaquants, Balotelli, Thauvin par exemple. Ça tu peux. Toi tu peux. Pourquoi il fait pas ça? Parce que est-ce qu'il est borné avec ses ailiers ou pas? Parce que le 4-4 de Losange, là tu as les latéraux qui ont un gros boulot à faire. Mais ils ont le coffre pour ça, nos latéraux. Moi je pense que c'est un système à explorer. Là il a joué en 4-4-2. Et c'était 4-4 de Losange. Mais c'était pas Losange parce qu'il avait deux ailiers. Trois récupérateurs. Oui, mais exit Ocampos. Donc c'était quoi ta compo? C'était avec Thauvin et Balotelli. Thauvin, Balotelli, ouais. Et Payet en 10. Non, Payet ou Sanson en 10. Payet ou Sanson en 10. Donc il y a toujours... Il y en a un des deux qui saute. Mais bon, Payet ou Sanson en 10, Lopez ou Sanson, Gustavo ou Sanson, il y en a plein qui peuvent bouger. Oui, donc, si tu joues avec trois gars comme ça, tu en as 4 qui peuvent jouer ce poste. Dans la rotation, quand il y a un absent, un truc, ça reste fluide en fait. Toi, tu verrais ça comme la meilleure solution, je pense. Comme 11 plutôt que revenir au 4-2-3-1 aussi, tu vois, 4-2-3-1.
Parce que... Le problème, c'est Payet. Hein. Le problème, c'est le positionnement de Payet. Tu ne peux pas le mettre sur un côté. Ouais, il ne veut pas aller sur le côté. Et puis même, c'est trop dangereux. Il n'est jamais sur son côté défensivement. Voilà, c'est un boulevard pour les adversaires. Payet de retour, c'est un Payet titulaire? Tout dépend du système. Et le problème, c'est qu'il se blesse beaucoup. Maintenant, on le sait. C'est de plus en plus. Donc, tu es obligé d'avoir vraiment des solutions quand il n'est pas là. Et quand il est là, pour l'optimiser... Il faut qu'il joue dans l'axe, Payet, quand il est là. Bah oui. Parce qu'il apporte quand même aussi énormément en dehors dans le jeu aussi. Enfin, tu vois, c'est... Quid de Mario Balotelli parce qu'on l'a dit ici plusieurs fois, à chaque fois que Garcia fait jouer un attaquant, alors avant Mario c'était Mitroglou, avant Mitroglou c'était Germain, avant Germain c'était Andy, enfin les trois ont tourné à ce poste-là. Mais là le message il est quand même clair. Et à chaque fois tu avais un attaquant qui touchait aucun ballon, complètement isolé, et on l'a vu au dernier match. On s'était tous dit après ces 15 minutes de Balotelli contre Lille. Ça y est, ça va et à Reims ça a été la même chose. Ça a été comme d'habitude. Mais je pense que le problème c'est est-ce qu'il ne faut pas lui associer il faut lui associer un autre attaquant et 4-4 Germain par exemple. En tout cas, tu as l'attaquant pour ça, parce que tout le monde sait que le jeu de Germain, c'est de jouer en 9,5 autour de notre attaquant. Mais au-delà de ça, c'est quand ton équipe elle est habituée depuis 1 an et demi, 2 ans à ne pas jouer sur son attaquant, c'est pas un match que ça se fait. Je pense que dans leurs automatismes, dans leurs déplacements, dans tout, ils n'ont pas le réflexe de s'appuyer sur, comme à l'époque on s'appuyait sur quand Balotelli va gueuler dans le vestiaire, donnez-moi un peu plus le ballon, je crois que les autres ils vont commencer à lui passer la main, j'espère. Ça, je pense que c'est un premier facteur. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire jouer les joueurs à leur poste. Même un enfant de 3 ans peut comprendre ça, je pense. Pas sûr. Non, je sais pas. C'est Olivier Garcia qui le dit. Mais Germain, il a carrément milité. Germain, qui est quand même très neutre et très corporate d'habitude, il a quand même dit clairement, en zone mixte l'autre jour, on lui a dit ouais, t'as envie de jouer avec Balotelli? Il fait j'ai envie et j'espère que le coach aussi. Ouais, mais alors si tu fais ça, le problème, c'est que Payet, c'est terminé. Pourquoi non, mais là, c'est Thauvin, là. Ou alors Thauvin, c'est terminé, mais tu fais comment? Tu peux pas. Non, c'est sûr. Si tu joues en 4-4-2... Non, mais déjà, en le faisant parfois rentrer, que tu commences à habituer l'équipe à ça. Parce qu'après, tu as des changements tactiques, quoi. Ouais, et tu as toujours plusieurs solutions, parce que quand tu vas avoir un blessé, un absent, un suspendu, tu es obligé d'avoir une autre solution aussi. Après, Payet, je suis désolé, Payet, sur le côté gauche, effectivement, c'est un problème. Mais je suis désolé, même Valbuena, on s'en souvient quand même. À un moment donné, à la fin, il faisait la fine bouche. Mais quand il jouait en équipe de France sur le couloir droit, qu'il était très bon, pareil, c'est pareil. Payet en équipe de France, quand il jouait sur le couloir gauche, ça allait très bien, il faisait le boulot défensivement et tout. Payet, dans un 4-4-2, dans le couloir gauche, s'il se bouge, ça ira très bien. Bien sûr. Donc il y a des solutions. Maintenant, c'est aussi au coach à imposer des choses, à avoir une vraie idée de jeu et à proposer quelque chose de cohérent. Moi, j'ai l'impression que Garcia, l'animation offensive, il s'en fout un peu. Lui, il part sur les relances, les positionnements sur le terrain, le repli défensif. Et après, offensivement, c'est pas trop travaillé. Mais je pense qu'il est temps de trouver des solutions. Comment ça, c'est pas trop travaillé? Allez-y les gars, courez! Marc, cours! Gagne le match, gagne! Merci à tous les gars. Ça c'est gratuit. Ouais, ça c'est gratuit, voilà. C'est gratuit, c'est méchant, mais c'est ce qu'on aime ici. Bon donc du coup un peu d'espoir quand même avec les jeunes et on espère un nouveau système tactique. Merci Adam, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Attends, je crois qu'il a un film bientôt. Ah oui, il y a aussi un film, With the Animals, qui va sortir le 13 mars au cinéma. On est en train de faire le forcing pour qu'il passe à Marseille. C'est vrai? Ouais. Donc, parce que, rappelons-le, tu produis, tu distribues des films. Exactement. Et c'est un film qui a gagné plusieurs prix, notamment à Deauville, prix de la Révélation. C'est sur la jeunesse de 3 petits garçons qui grandissent dans des conditions un peu sauvages, en fait. Okay. With Animals. Donc. With the Animals, ouais. Ça a l'air très bien. Nico, tu iras le voir et tu... S'il passe à Marseille. Ouais. Sinon, il passe à Aix, c'est pas loin. Ah, mais c'est vrai? Bon, à Aix, c'est sûr, alors. Bon, moi, je pourrais aller le voir à Aix, alors. Allez, merci Ramzi, tu reviens quand tu veux. Okay. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, si on franchit la barre des 20 000 abonnés grâce à vous sur YouTube, on vous a promis un cadeau. Et oui, c'était une photo dédicacée de Mourad Arts. Voilà, une photo dédicacée de Mourad Arts. C'est le OM FCM Nation. Voilà, exactement. Et on fera tout aussi pour qu'il n'y ait plus Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Voilà, c'est dit, c'est fait. À très bientôt. Ciao, ciao.